Joël, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir chez toi. Ben, c'est un plaisir. Dans ton petit havre de paix, c'est magnifique. Ouais, c'est un petit paradis. Ouais. C'est le bassin d'Arcachon, je suis comme ça. Hein, voilà, on n'est pas chauvin du tout. Non, mais c'est un constat. Moi, j'ai à peu près fait le tour du monde et c'est vrai que je suis revenu me planter ici Ouais, parce que c'est un des plus beaux endroits du monde. tout à fait. Et en plus, bon, je connais les odeurs, je connais la lumière, donc voilà. Après avoir fait le tour, je suis revenu, c'est la chanson des plages de Jean-Louis Aubert. Au début, je regardais l'horizon avec l'envie d'aller de l'autre côté. Ouais. Et puis aujourd'hui, mais je sais que mon paradis, c'est ici. En toute objectivité, en tout cas. Alors, Ouais. on ne te présente plus, on te qualifie d'ambassadeur du bassin d'Arcachon, et on en est fier. On te trouve même le titre de plus grand ostréiculteur de France, le plus connu en tout cas. Ouais, c'est ça. Mais on reviendra sur cette notoriété un petit peu après. J'aimerais bien qu'on reste connecté à cet élément dont on est tous fans et qui, toi, te porte, donne ta force. Tu es connecté avec l'eau, le vent. Tu arrives à traduire un petit peu ce qu'elle te dit, cette mère? Elle en passe des messages. Mais déjà, elle passe pas de message, elle te remplit de bonheur. Là. Ce matin, je me suis levé, le ciel était rouge, il gelait un petit peu, l'air était transparent. Là, ça commence à rougeoyer. Donc, mon premier truc, c'est de manger cette énergie. Et puis après, de la partager. Donc, je fais une vidéo qui me prend 30 secondes. Je l'envoie telle qu'elle est. En disant, ben voilà, on a du bonheur, il faut le partager, parce que je pense que... Et puis l'émotion, si c'est pas partagé, elle perd en impact, en fait. C'est comme boire une grande bouteille tout seul, quoi. On a l'air con. On partage avec qui? Avec qui on partage? Qu'est-ce qu'on peut exprimer? Rien. Ça. Alors ces vidéos, en effet, tu les partages régulièrement au quotidien, sur ton Facebook, sur ton Insta. Et effectivement, ce sont des messages qui font du bien à tout le monde, parce que tu penses qu'on l'a... Finalement, même nous qui vivons au bord du bassin, on le regarde, on est content, mais on traduit mal en fait ce qui nous communique, quoi. Que ce soit les énergies, comme tu disais, qui te rendent heureux tous les matins. Mais je pense qu'il y a des messages aussi, un peu sur le plan environnemental, écologique. Il y a peut-être une évolution qui ne va pas dans le bon sens. Tu constates quoi, toi, en tant Non, qu'observateur ? le bassin, lui, par lui-même, il sera le bassin, il restera le bassin. Ouais. Ma seule crainte aujourd'hui, en termes d'écologie, c'est que c'est vrai qu'on est au paradis, beaucoup de gens veulent venir vivre au paradis, et qu'on a une urbanisation sur le pourtour du bassin qui dépasse même bien au-delà du pourtour du bassin, qu'on prenne Marcheprime, Millos, Salles, qui avant étaient des bleds, mais comme nous on était ici, sont devenus aujourd'hui des petites villes. Ouais. Et ces petites villes commencent à se mailler, à être collées les unes aux autres. Et si à un moment on n'envisage pas de dire bon, il faut s'arrêter et se calmer, ben, je pense que le bassin fera partie de la communauté urbaine de Bordeaux. Parce que bientôt, on va être relié, Pessac, Toctouco, Marcheprime, Biganos. Est-ce qu'on n'est même pas déjà devenu un petit peu la banlieue parisienne? Non, mais on est devenu aujourd'hui une zone, et j'en suis très heureux pour ceux qui y vivent, on est devenu une zone aujourd'hui qui est devenue, alors je ne dirais pas une cité dortoir, mais qui est devenue un des dortoirs de la périphérie bordelaise. Ouais. Le problème, c'est qu'on a un espace. Cet espace, il est magique. Et qu'il faut le conserver magique. Et que donc, à un moment, ça c'est le travail des élus. Le bassin, en fait, il est resté sauvé jusqu'en les années 80, parce que le pouvoir politique de toutes les villes, que ce soit la Teste, Gujan, était tenu soit par des forestiers, soit par des ostréiculteurs. Donc c'était des paysans, au sens où moi je l'entends, et qui est très noble. Et un paysan... Comme on n'était pas dans des zones de montagne où les gens souffraient, ici les gens ne souffraient pas. Donc ils avaient un niveau de vie qualitatif, ils n'avaient pas besoin d'argent. Donc quand des promoteurs arrivaient et leur disaient « je vais vous acheter un truc », les mecs disaient « pourquoi ?» Ben pour de l'argent, mais j'en ai pas besoin. Et un paysan qui vit bien, je ne dis pas qu'il y a de l'argent, qui vit bien, il n'a pas besoin de vendre. Ouais. Et donc ça a préservé cet espace. Le deuxième truc, c'est qu'il y avait beaucoup de forestiers. Moi, mon père était conseiller municipal à l'âge pendant 36 ans et mon grand-père 36 ans avant. Un jour, il arrivait déprimé parce qu'il voulait augmenter les impôts fonciers pour mettre l'éclairage public. Et il y avait des vieux propriétaires de l'âge qui disaient mais pourquoi l'éclairage public? Ben, pour éclairer les rues. Ben,
Quand il fait nuit, on se couche, et quand il fait jour, on se lève. Il n'y a pas besoin d'éclairage public. Et en fait, cette espèce de bon sens, qu'on pourrait qualifier de rétrograde, mais finalement, ça a préservé tout le bassin d'Arcachon jusqu'en les années 80. Ouais. Après, il y a le sentiment écologie moderne qui s'est mis dessus, préservation des sites, préservation des endroits. Et donc, ces années de folie de 50 à 70, où franchement, on a fait n'importe quoi dans les plus beaux paysages de France, et bien nous, on est passé à travers. Parce que d'abord, l'Ège de Cap-Ferré, l'Ège était coupé du Cap-Ferré qui a été regroupé en 76. Parce que ça appartenait à la Teste avant. Ça appartenait à la Teste avec à peu près la même importance que les Kerguelen pour les Français. C'est-à-dire qu'on connaissait le Nord, mais on ne savait pas où c'était. Et donc, le Cap-Ferré, c'était pareil pour la commune de la Teste. Ouais. Et quand la commune s'est rattachée en 76, on était vraiment dans une situation de protection des sites. Donc on n'a pas d'immeubles sur cette presqu'île, il y a peut-être 3 immeubles qui ont entre 3 et 4 étages, et puis basta, c'est tout. Donc on a été sauvés, malgré nous, ça n'a pas été une démarche. Ouais. On a été sauvés. Les villages ostréicoles ont été une création forcée sous Napoléon III, parce qu'à l'époque il n'y avait qu'un seul propriétaire qui s'appelait Lesca, et la démarche de Napoléon III de développer l'ostréiculture a obligé les mecs qui étaient de Gujan, d'Andernos, d'Arès à venir à l'Aviron ou à la Rame sur leur parc, et le soir ils dormaient sur la plage pour repartir au parc le lendemain matin. Et là, Lesca, vous voyez ça d'un mauvais œil, a dit virez-moi les mecs de mes côtes. Et là, la préfecture a créé donc le statut des AOT des villages ostréicoles, des groupements ostréicoles, qui a permis à ces villages qui sont aujourd'hui la tête d'affiche de la presqu'île du Cap-Ferré, a permis à ces villages d'exister. Mais ils ont existé parce que le préfet à l'époque a décidé qu'il y aurait des ostréiculteurs qui s'installeraient là. Mais le deuxième truc, il a continué à exister parce qu'il y a plein de familles qui sont restées dans ces villages. Bien sûr. Parce qu'en fait, avec ce côté paysan de dire on est bien ici, il n'y a pas besoin de mieux. Jusqu'en les années 70, tous les ostréiculteurs auraient pu racheter toute la presqu'île en termes de foncier. Mais personne n'était possédant. On vivait au paradis. Heureux, on n'avait pas besoin de posséder et d'acheter. Donc quand il y a eu quelques mauvais procès sur les gens qui vivaient dans les villages ostréicoles, des privilégiés, je devenais un petit peu brutal, moi, en me disant, écoutez, si les villages ils existent, c'est parce qu'on est là, et qu'on est resté là. Et que si on avait eu la fièvre financière, on aurait peut-être racheté l'ensemble de la forêt et du reste. Sauf que personne n'en avait besoin. Et on ne peut pas reprocher à des gens qui ont été sages et sensés de ne pas avoir fait. Et puis surtout qu'on ne vienne pas leur casser les burnes. Quoi. Bien sûr. Voilà, en tout cas, bravo et merci au nom de tous les habitants, vous les ostréiculteurs, qui êtes les gardiens, donc les protecteurs de ce lieu aussi unique. C'est vrai qu'on peut comparer au Sud-Bassin, qui lui c'est beaucoup plus urbanisé, trans. Et ici on a gardé ce côté sauvage. Alors c'est vrai que l'été, il y a une influence touristique, forcément. On a toujours eu. Enfin, on a toujours eu. Moi, quand j'étais gamin, que j'avais 14 ans, ma première mobilette, notre plaisir était de partir jusqu'au Canon avec nos mobilettes. Pour doubler les files de voitures, parce qu'on avait l'impression d'aller vite. Ah ouais, déjà, il y avait des Donc il y a toujours eu des bouchons. Il y a 50 ans, il y avait des bouchons. Donc après, les gens qui viennent ici, moi je dis aux gens, si vous ne roulez pas de 9h à midi pour rentrer sur la presqu'île, et si vous ne roulez pas de 17h à 20h pour sortir de la presqu'île, il n'y a jamais de bouchon. Bien sûr. Moi je ne... Parfois avec mes camions, quand il y a les marchés, ça ralentit un peu. Mais sinon, vraiment, on n'est pas emmerdé, quoi. C'est un mythe. Ouais, un mythe, c'est ça. Voilà. Alors, petit côté un peu noir en ce moment, l'actualité, on est passé du Covid sur la Terre avec le norovirus. Et on va arriver au dinophysis bientôt, parce qu'en principe, nous on est en Tchad. C'est quelque chose, parce que tu fais partie de la sixième génération d'ostréiculteurs dans ta famille, c'est quelque chose qui arrivait périodiquement, ça, ou c'est un phénomène nouveau ? Je pense que l'application du principe de précaution, qui est inscrit maintenant dans notre Constitution, fait que globalement, la théorie est, s'il n'y a pas de danger, mais qu'il y a un risque, on ne prend pas le risque. Voilà, c'est ça. Bon, moi, c'est pas mon mode de vie, parce que je pense que si les hommes n'avaient pas pris de risque, on habiterait toujours dans des grottes, on n'aurait pas approché le feu, on ne ferait pas de feu, on n'aurait pas essayé d'aller sur la Lune, et que donc,
Pour moi, ce principe de précaution est une énorme merde. Mais on va se la tirer pendant des années et puis on vivra avec. Mais l'application du principe de précaution, il y a toujours eu des gastroentérites, il y a toujours eu des gens qui ont eu des diarrhées, il y a toujours eu des gens qui ont vomi. En fait, ça dure en moyenne 24 heures, 48 heures. Alors, quelques formes graves, mais vraiment à la marge. C'est-à-dire gastroentérite. Non, les gastroentérites, alors souvent ça touche les nouveau-nés, c'est dangereux, et les personnes associées de comorbidités comme bon. Mais franchement, le dinophysis, on ne le cherchait pas, donc on ne le trouvait pas. Alors il y a eu des épisodes fabuleux de toxi-infection alimentaire à certaines périodes, mais qui étaient, d'abord on les signalait après, puis ça n'était pas plus important que ça. Maintenant on veut les prévenir, et c'est plutôt bien qu'on protège les populations, mais il ne faut pas le faire à l'excès. Et les ostréiculteurs, les pauvres, eux, payent le prix. Et là, sur le norovirus, il est reconnu que les infections au norovirus sont dues à des défauts des stations d'épuration. Donc les ostréiculteurs payent aujourd'hui les défauts d'une urbanisation et de la gestion des déchets de l'urbanisation. Tu penses que c'est, en fait, oui, tu as cette conviction-là, c'est par rapport... Non, mais ce n'est pas une conviction, c'est écrit dans les textes de l'État. Voilà, d'accord. Que le norovirus provient de pollution. Et donc lié au défaut des stations d'épuration. C'est ce qu'on retrouve dans tes bassins ou... Non, alors nous, on a de l'eau bien traitée, c'est pour ça qu'on continue à vendre. Ouais. Mais en fait, le problème, c'est qu'ici, quand il y a des afflux de pluie, pluie, monde, excès, les stations d'épuration souvent saturent. Et je ne connais pas les manœuvres, les techniques, mais il doit y avoir des techniques pour éviter que ça sature. Et il se trouve que chaque fois que ça sature, on a des problèmes de coliformes fécaux ou d'infections en norovirus. Nous, en année dernière, on a été exemptés de ça, donc l'année 2020. Et 2019 et 2020, on n'a pas eu de fermeture, mais il y a eu 23 centres ostréicoles français qui ont été fermés, et dont certains dans le Morbihan qui ont été fermés quasiment 3 mois et demi ou 4 mois. Alors que les pauvres mecs, ils y sont pour rien. C'est les stations d'épuration qui étaient en amont, qui étaient saturées, qui n'arrivaient plus à fournir. Et il y a de la merde qui est passée, dans l'eau et qui a plombé tout le monde. Sachant qu'en plus, il y a d'énormes épidémies de gastroentérite virales, mais il y en a beaucoup dans l'Est. Il y en a beaucoup dans l'Est où il n'y a pas d'huîtres, il y en a beaucoup dans le Nord où il n'y a pas d'huîtres. Cette saison. Donc nous, on est les bons clients, quoi. Nous, on est les suspects condamnés. Voilà, c'est à chaque fois, j'ai envie de dire, malheureusement. Mais comme souvent, je trouve. Bon, allez, on rebondit sur une note plus gaie. Non, mais les ostréiculteurs, par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment des vigies sur le bassin d'Arcachon. Il y a plein de gens qui ont oublié l'histoire. Le privilège de mon âge, c'est que je l'ai vécu. Mais des années 72 à 83, le bassin ne produisait plus de naissains. Et nos huîtres fabriquaient de la coquille en épaisseur avec des coquilles qui devaient faire 3 cm. C'était dû à un produit qui s'appelait le TBT, le tributiléther, qui était juste les peintures anti-fouling des bateaux. Oui, il y a eu cette polémique aussi, c'est vrai. Non, mais c'est pas une polémique. On est passé de 1200 ostréiculteurs à 800 ostréiculteurs. C'est-à-dire qu'on a perdu 50% de nos adhérents. Et que aujourd'hui, de 800, on est tombé à 290. Et le problème qu'il y a, c'est qu'il y avait 1800 hectares de parcs exploités, travaillés avec des entreprises qui avaient des salariés, et que ces crises économiques successives ont amené les ostréiculteurs à ne plus pouvoir salarier des gens, à abandonner des concessions, à ne plus pouvoir les travailler. Et aujourd'hui, j'entends des gens qui disent « Ah, mais les ostréiculteurs, ils n'entretiennent pas les parcs ». Si on ne les avait pas tués il y a quelques années, il n'y aurait eu aucun problème. Là, devant, chez moi, là, quand il y avait les gros coefficients, il y avait à peu près 70 bateaux. Aujourd'hui, quand il y a les gros coefficients, il y a un bateau. Et tous les parcs de devant, là, ils ont été nettoyés merveilleusement par le CIBA, d'ailleurs, il y a 3 semaines. Mais les parcs de devant, c'était des jardins à la française. C'était taillé en petits carrés, tout était bien fait. Mais à l'époque où l'ostréiculture vivait bien. Or, depuis les années 80, on emmerde les ostréiculteurs avec des normes de plus en plus poussées qui ne règlent pas les problèmes. Puisque nous, on est super équipés en station d'épuration, on a fait tout bien comme... nous, c'est l'entreprise modèle à répondre aux demandes. Le problème, c'est quand on a un problème de dinophysis ou de norovirus, qu'on est pris par le temps, parce qu'entre le moment où ça déclenche
le moment où l'arrêté préfectoral est pris et c'est rétroactif, mais si on a fait une erreur de 2 jours, on est mort, on ne peut plus travailler. Et je trouve que c'est un peu léger. Mais bon, après, je ne suis pas préfet ni président de la République. Je pense que tout le monde aura compris le message. Voilà. Allez, note gay, on l'a dit, on l'a fait. Mais c'est gay, hein. L'horticulture, c'est gay. Oui, c'est gay, c'est gay. Ouais. Et ça mérite d'être soutenu. Voilà. Magnifique reportage que tu as posté, qui a été produit, réalisé par National Geographic. Ouais, en fait, c'est des petits jeunes, un réalisateur de Saint-Sébastien, un espagnol, qui me dit un jour, je voudrais faire un truc sur les huîtres, mais il me dit, c'est pas un truc commercial, c'est un... Il me dit, je vous montre ce qu'on a fait. Et en fait, ils avaient fait un film fabuleux que je vous conseille d'aller voir, qui s'appelle The Old Man, je crois, et c'est sur le thon. D'accord. Et donc, ils ont fait tout un reportage avec des images sublimes, c'est une splendeur. Et à la fin, donc c'est l'histoire, c'est j'étais le seigneur des mers, j'ai disparu, les hommes depuis me cherchent. Enfin, il y a tout. C'est presque un truc mythologique entre la Galice, l'Irlande. Enfin, c'est très. C'est un côté très mystique. Ouais. Et la dernière image, on voit un vieux dans une espèce de masure qui dit mais lui, il a encore le secret. Et là, le mec déplie d'un chiffon et d'un journal pourri. Et il y a une boîte de thon, parce que le thon a disparu. Voilà, ce n'est pas un truc sur la protection du thon. Ouais. Et j'ai trouvé que c'était esthétiquement beau. L'histoire, c'était bien raconté, c'était joli. Et le mec, il me dit, on voudrait faire un truc dans ce style dans l'huître. Eh bien, je lui ai dit, comme vous voulez. Voilà. Et c'est comme donc ça qu'on a fait. À toi. C'était qu'ils sont venus, je ne sais pas comment. Et puis, j'aurais dit avec grand plaisir. Je te l'ai dit, tu es ambassadeur de l'huître. Non, mais j'adore ce reportage. J'adore ce reportage parce qu'il est que joli. C'est pas un truc pour vendre. C'est un truc pour parler de sa passion, pour parler de la beauté du métier, des difficultés, de l'espace. Et je trouve que c'est super. Voilà. Donc c'est une grande fierté d'avoir décroché ce premier rôle. Là. Je sais, c'est le plus beau reportage que j'ai fait. J'en ai fait des très sympathiques. Mais il est très mais en termes de tout, de lumière, de montage, d'histoire, oui, puisque de tu véhicules tes valeurs, de fond. Voilà, j'ai adoré ce reportage. Ouais, il est magnifique. Et alors, puisqu'on en est à ce premier rôle, parlons de ta carrière cinématographique en tant que comédien. C'est 14 ans déjà de carrière. 2007. Non, mais en fait, j'ai découvert l'autre jour, j'ai une copine qui m'a amené un programme qui datait du mois de mai 1969. Comme un programme, comme un truc de théâtre, ce qu'on donne à l'entrée avec le nom des acteurs. Et en fait, en mois de mai 1969, on avait joué au Casino d'Andernos, enfin au cinéma qui à l'époque s'appelait le Casino. On avait joué 2 pièges de La Biche, et sur la vraie scène du cinéma, mais j'étais en 4e à l'époque. Et c'était notre prof de physique qui s'appelait Nicoulot, qui était de Salles, qui était adjoint au maire, je crois, à Salles, qui avait fait un cours de théâtre et qui nous avait fait jouer pour la fin de l'année. Mais sur une vraie scène, avec un vrai public, enfin dans la salle de cinéma, je sais pas, il y avait 400 places. Et il y a une nana qui m'a envoyé le programme l'autre jour en me disant « Tiens, regarde ce que j'ai trouvé ». Et donc, je joue dans 2 pièces de La Biche. Donc, il y a très longtemps que je monte sur les planches. Mais j'ai mis très longtemps à être reconnu, de 69 à 80, je crois qu'on a tourné Ne le dis à personne en 2004. 2004, ouais. C'était diffusé en 2006. C'est ça, c'est 2004 Les petits mouchoirs, réalisé par Guillaume Canet, qui en 2010 t'as vraiment mis sous les projecteurs. Il m'a offert un rôle surtout... en or. Encore une fois, pour parler en plus de... Non, mais c'est inespéré. Il m'a parlé, d'abord, il vient montrer un bassin que j'aime, une ambiance que j'aime, parce qu'effectivement, moi, ma maison, j'ai beaucoup de potes qui passent de partout. L'événement le plus marquant pour moi en termes de surprise, c'est un mercredi soir du mois de février. J'ai un copain qui était parti faire du bateau autour du monde, qui me téléphone, je savais qu'il était au Panama, je lui dis, il m'appelle, j'étais au Panama, il me dit non, j'ai laissé le bateau, là je suis rentré en métropole, je lui dis, t'es où? Eh ben, il me dit sur le parking, devant chez toi. Eh bien, je viens bouffer, voilà. Eh bien, moi, ma vie, c'est ça. C'est ces moments de partage. De partage et inattendu. J'adore les surprises. Je n'appelle jamais un de mes copains quand je vais à Paris. Je l'appelle juste avant d'aller dîner ou déjeuner. Donc c'est risqué, mais c'est vraiment là que tu sais si ce sont de vrais amis, finalement. Non, c'est pas ça du tout. C'est qu'après, je crois qu'on est tous pris par nos tourbillons de vie et nos boulots. Et que souvent, les mecs à Paris galopent comme des chats maigres.
Et que donc, quand on appelle un copain, il te dit « Ah, putain, t'es là mardi, mais attends, mardi, j'ai rendez-vous à 11h30. Je vais sortir vers 12h30, on peut se retrouver à telle heure, à tel endroit. Et puis, mais après, il faut que je sois à 14h15. Et puis, donc, finalement, il est stressé, il ne va rien se passer, on ne va rien se raconter parce que lui, il va débriefer son rendez-vous d'avant et préparer l'autre d'après. Donc, moi, je préfère partir à l'aventure, faire comme si j'allais à la chasse à la bécasse. Puis, si je lève, je croise des gens super par moment et je passe des moments merveilleux avec des gens totalement inconnus, mais qui alimentent cette relation et ce mode de vie social que j'aime. Bon, et l'actualité alors? Il y a un spectacle l'actualité, il y a... qui aurait dû se jouer ce mois-ci. Voilà, ça aurait dû se jouer en janvier, puis ça a été repoussé en mars, et maintenant c'est repoussé au mois d'octobre. Voilà, ça s'appelle Conversation. D'accord. Alors c'est sous un format one-man show, ou comment tu le qualifies? Oui, c'est une conversation. En fait, je vais converser avec les gens, converser. J'appelle ça conversation parce que je trouve que les gens ne se parlent plus aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des débats. C'est-à-dire où on met deux mecs en face, on ne leur met pas des gants de boxe pour que ça reste civil. Mais il faut qu'il y en ait un qui sorte en ayant eu raison, voire même s'il avait pu humilier l'autre, ça aurait été encore mieux. Il faut qu'il y ait du fight. Et il faut que ça... Et ça me gonfle parce que il y a beaucoup de gens qui n'osent pas parler, parce qu'ils se disent ce que je pense, je ne vais pas le dire parce que je vais m'en prendre plein la gueule. Mais à faire taire les gens et à les empêcher de parler avec leurs mots, on les enferme dans leurs univers. Et on crée un communautarisme qui peut être intellectuel, religieux, communautaire. Enfin, c'est un pléonasme. Mais on crée, à force de faire taire les gens et de ne pas les laisser parler, je pense qu'ils s'isolent. Et quand ils s'isolent, ils se regroupent entre isolés. Et je pense que c'est hyper dangereux. Et la conversation, pour moi, c'est être capable d'être avec quelqu'un, de l'écouter, de ne pas être de son avis, mais déjà d'écouter ses arguments, qui vont venir ou enrichir notre propre raisonnement, ou l'infirmer ou le confirmer encore plus, mais qui restera toujours courtois, avec le respect de ce que pense l'autre. Je pense qu'on n'a pas les mêmes cultures, on n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas les mêmes codes, on n'a pas eu les mêmes éducations, on n'a pas eu les mêmes vies, et que toutes ces choses-là façonnent la manière de penser de quelqu'un. Et que si, parce que quelqu'un ne pense pas comme nous, on dit mais en fait c'est un con, et je m'en vais, je pense qu'on perd de l'humanité. Bien sûr. Voilà. Et que donc c'est pour ça que j'ai appelé ça conversation, parce que la conversation, c'est léger, on n'est pas là pour convaincre, on est là pour partager. Voilà. C'est le maître mot. Mais c'est ça, c'est la vie. Donc on le rappelle, les dates, c'est le 18 octobre à Bordeaux. Normalement 18 octobre au Féminin, je crois, c'est pour ça que je suis stressé, et le samedi 23 octobre au Trianon à Paris. Bien. Voilà. Écoute, on te souhaite en tout cas que ça marche. Je sais pas, parce qu'on a tous besoin de partager, je pense, et tu as de belles valeurs à véhiculer, et pour ça on t'en remercie. Voilà. Eh bien merci. Merci à toi Joël. Salut. Salut. Ciao. Il y a une petite question subsidiaire hors caméra. T'as déjà vu une sirène, toi, en mer? Ouais, mais j'ai dit que je ne dirais pas son nom, parce que je ne parle jamais de mes relations. Merci, Joël. Dans quelques instants. Ça va, Chris? Bon, je t'ai réservé une belle surprise. Le bassin, c'est ça. C'est cette presqu'île en face qui est quand même invraisemblable. Et là, pour le coup, c'est le groupe Delta Groove qui nous rejoint. Petit bassin par en live. Nous vous foulons, le président, il nous explique l'importance de préserver les ressources. Il est là. How are you? 29 août à la salle Omnisport Étienne Turc. Je t'explique. Nous, sur le bassin, beaucoup d'entre nous... Etc. de faire de la déco sur cailloux. Et pour le fun, pourquoi pas aller en planquer quelques-uns autour de gens. J'aime l'endroit où je suis.